Un hôtel, une route et 2 Napoléons. Une lettre, du champagne et le général de Gaulle. Bienvenue en Arbésie. En Suisse ou en France? On verra. Car ici, c'est vraiment la Géozarbie. Une frontière en chocolat. Ce lit-là est traversé par une frontière. Cette salle de restaurant aussi. Et cet escalier? Eh bien, il est également coupé en deux. Car nous sommes dans un hôtel-restaurant qui se trouve à la fois en France et en Suisse. Comme le montre d'ailleurs cette borne frontière posée contre le bâtiment. Connu sous le nom d'hôtel franco-suisse, d'hôtel Arbé ou d'Arbésie, l'endroit se trouve dans le massif du Jura et fait partie du village de la Cure, près de la commune des Rousses. Et là, juste à côté, c'est un poste de douane. Et cet hôtel a quelque chose en plus. Il est aussi un pays de moins de 2000 mètres carrés. La principauté d'Arbésie. Avec son prince et son blason. En fait, la principauté d'Arbésie est ce qu'on appelle une micronation. C'est-à-dire un minuscule pays créé par un ou une originale et qui n'a pas d'existence légale. C'est-à-dire qui n'est pas reconnu par les vrais pays. Néanmoins, la principauté d'Arbésie mérite qu'on se penche sur sa destinée. Car son existence est loin d'être insensée. Allez, tout le monde en classe pour un petit cours d'histoire. L'histoire de l'Arbésie est liée à celle de la petite vallée des Dappes. 19 km² à 1200 mètres d'altitude. Coincée entre la Franche-Comté et le canton de Berne suisse, qui se battent longtemps pour son contrôle, la vallée est finalement attribuée aux Suisses en 1606. Et en 1678, la Franche-Comté est intégrée à la France de Louis XIV. Plus tard, en 1804, Napoléon Bonaparte se proclame empereur après avoir pris le pouvoir en France. Il fait la guerre à l'Europe entière et étend les frontières de la France. La vallée des Dappes est ainsi devenue française en 1802. Mais le 18 juin 1815, c'est Waterloo. Napoléon a perdu. Et par traité, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse et la Russie imposent à la France de revenir dans ses frontières d'avant. La vallée des Dappes retourne alors chez les Suisses. Sauf que, la France arrache une concession. Dans une lettre écrite la veille de la signature du traité, les vainqueurs s'engagent en effet à aider la France à récupérer la vallée des Dappes, qu'ils vont pourtant rendre le lendemain, hein, vous avez suivi? Oui, c'est un peu tordu. Bon, et si la France veut garder la vallée, c'est parce que Napoléon y a fait construire une route stratégique qui mène vers l'Italie. Mais les Suisses refusent de renégocier la vallée. Ils craignent en effet que les Français démilitarisent la zone. Malgré tout, les Français continuent à aller entretenir leur route, et il y a régulièrement des frictions avec les Suisses. Ainsi, en 1861, la France envoie carrément sa gendarmerie pour protéger un habitant de la vallée poursuivi par les autorités suisses. Et l'incident diplomatique manque de dégénérer en affrontement. Heureusement, la situation va se débloquer grâce à Napoléon. Non, pas lui, mais Louis. Oui, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, élu président de la République en 1848, avant de prendre le pouvoir et de se proclamer empereur en 1852. Oui, c'est de famille, dirait-on. Napoléon III se saisit donc personnellement du dossier de la vallée des Dappes. Et, surprise, les Suisses acceptent de négocier. Pourquoi acceptent-ils? Eh bien parce que Napoléon III est aussi suisse. En effet, après Waterloo, tous les Bonaparte ont été bannis de France. Et le jeune Louis-Napoléon s'est exilé avec sa mère en Suisse, dont il a pris la nationalité en 1832. Louis-Napoléon est tellement suisse qu'il y a même fait son service militaire. Alors évidemment, les négociations sont plus faciles, et un traité est signé le 8 décembre 1862. La vallée des Dappes est ainsi partagée entre les deux pays, le long de la fameuse route stratégique, qui redevient donc française. Et pour compenser, la France offre 7 km² de territoire à la Suisse, un peu plus au nord. En outre, pour calmer les craintes des Helvètes, les Français promettent de ne jamais militariser la vallée des Dappes. Problème réglé. Sauf que, la nouvelle limite a été tracée un peu vite, et coupe en deux les terrains des habitants de la vallée. En particulier dans le hameau de la Cure, où un certain Pontus, contrebandier notoire, va en profiter.
Le traité spécifie en effet qu'on ne portera aucune atteinte aux droits acquis au moment de l'échange des ratifications. En clair, si Pontus se dépêche de construire dans son champ un bâtiment sur la frontière, personne ne pourra en contester l'existence. Et c'est exactement ce qu'il fait, juste avant l'échange des ratifications, le 20 février 1863. Pontus ouvre alors un débit de boissons côté français et une épicerie côté suisse, ce qui lui permet d'accroître ses trafics entre les deux pays, malgré la surveillance des douaniers. Plus tard, la maison de Pontus est transformée en hôtel, et en 1921, elle est rachetée par la famille Arbé. Et bientôt c'est Max, le fils, aidé de sa femme Angèle, qui prend la tête de l'hôtel, auquel on a ajouté un restaurant et 2 stations-service, une de chaque côté. Et les affaires sont florissantes. Mais en mai 1940, l'Allemagne envahit la France, qui est alors coupée en deux. Une zone occupée au nord et une zone dite libre au sud. Et la limite entre les deux passe ici, et c'est juste en face de l'hôtel. Les Allemands mettent alors le bâtiment sous surveillance. Mais comme la frontière suisse passe dans l'escalier, les soldats ne peuvent pas monter à l'étage. Bah oui, faut faire gaffe à pas envahir la Suisse par erreur. De son côté, Max s'engage dans la résistance et devient passeur. Il transmet des messages et aide des soldats ou des informateurs à passer en Suisse. L'histoire de ces 3 aviateurs alliés évadés d'Allemagne est restée célèbre. Alors que les Allemands font la fête dans la salle du restaurant, Max les fait monter tous les 3 dans une remise juste au-dessus. En attente du bon moment pour passer en Suisse, les aviateurs peuvent observer leurs ennemis par un trou du plafond, tout en buvant du champagne offert par la maison. À la fin de la guerre en 1945, le général de Gaulle lui-même vient en visite à la cure et félicite Max pour ses faits d'armes. Il sera aussi distingué par les Britanniques. Mais dans cette après-guerre, les Suisses cherchent désormais à se débarrasser de l'hôtel Arbé, source potentielle de trafic et casse-tête administratif. Et ils proposent aux autorités françaises un échange de territoire, qui pourrait signifier la destruction de l'hôtel. Max écrit alors en haut lieu à Paris, et les Suisses abandonnent leur projet. Il faut dire que l'hôtel est encore utile à la France. Pour preuve, pendant la guerre d'Algérie, une rencontre secrète entre Français et Algériens y est organisée, afin de préparer la paix. Les Français arrivent en effet par le côté français, et les Algériens par le côté suisse. Et oui, c'est malin. Mais Max est surtout protégé par ses amitiés en politique, et en premier lieu par celle d'Edgar Faure, député du Jura et futur président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs Edgar Faure qui qualifie un jour l'hôtel d'Arbésie, et c'est aussi lui qui, le premier, suggère à Max de déclarer l'indépendance de son hôtel. Max prend la blague au sérieux et crée la principauté d'Arbésie en 1958, en se nommant Max Ier. Et s'il y a un sapin rouge au lieu de vert sur son blason, c'est parce que celui qui l'a dessiné était daltonien. Une fois l'Arbésie créée, Max est prêt à défendre son territoire. Actuellement, si quelque chose d'important se passait dans mon hôtel, j'aurais recours à la cour de la haie, n'est-ce pas, au casque bleu, qui sont les seuls pour pouvoir venir définir ou juger l'affaire. Bon, ok, mais si l'Arbésie a un semblant de reconnaissance, c'est surtout grâce à la protection amusée des autorités françaises. Premier citoyen d'honneur de l'Arbésie, le général de Gaulle aurait, paraît-il, beaucoup ri en recevant son certificat. Reconnu ou pas, officiel ou non, l'Arbésie a prospéré et est devenu au fil du temps un lieu de curiosité où l'on propose une expérience franco-suisse faite de calme et de cuisine des montagnes. Max est mort en 1992 et c'est son fils, Bernard Ier, qui lui a succédé. Et aujourd'hui encore, l'Arbésie est une affaire de famille dont le quotidien est fait d'adaptation aux législations des deux pays. 70% de la TVA et des impôts sont ainsi payés en France et 30% en Suisse. Pourquoi ? Car 70% de la grande salle du restaurant se trouve sur le territoire français et 30% sur le territoire helvète. Alors, que retenir de cette histoire ? Que l'Arbésie est née de la désobéissance, crapuleuse avec Pontus, vertueuse avec Max Arbé. D'ailleurs, en 2012, il a été déclaré juste parmi les nations par Yad Vashem, l'organisme basé à Jérusalem. En effet, sur les quelques 450 personnes que Max Arbé a aidé à traverser la frontière, on estime qu'il y a eu 200 juifs, fuyant le nazisme. Alors, l'Arbésie n'est-elle vraiment que la simple lubie d'un original ?
Dans sa proclamation d'indépendance, Max Arbé a écrit la chose suivante. L'amour, la liberté, comme le chocolat, n'ont pas de frontières. Celles-ci ne sont que des obstacles qui empêchent encore les hommes et les femmes de s'aimer, de s'entraider, de coopérer. L'Arbésie, la blague très sérieuse d'un idéaliste qui nous rappelle où est le plus important.